le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va commencer donc l'émission, on l'avait annoncé, avec Carole Martinez, autrice de « Dors ton sommeil de brut » dont nous parle Geneviève Bossé. On disait hors des ondes qu'on la connaît peu, en fait. Moi, c'est le premier roman d'elle que je lis. Elle a quelques romans à son actif, 5 littérature générale, quelques romans jeunesse, récipiendaire quand même de Goncourt des lycéens pour un de ses romans, prix Renaudot pour le lycéen aussi. OK. Et, chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a un Goncourt de la Pologne. OK. C'est que les universités polonaises, les départements de français des universités polonaises font leur Goncourt. J'ai de la brume dans mes lunettes. Puis c'est ce roman-là qui a gagné en 2024. Quand même. Donc, Dors ton sommeil de brut. Bon rayonnement. Moi, c'est le titre qui m'a attirée dans un premier temps. Je trouve qu'il y a comme déjà sommeil, brut. Il y a comme une dualité qui s'installe avant même qu'on ait ouvert le livre. D'ailleurs, c'est un vers d'un poème de Charles Baudelaire. OK. Le goût du néant. Donc, ça provient de ce poème-là. Qu'est-ce que raconte Dors ton sommeil de brut? Au départ, il faut dire que c'est une dystopie. On est vraiment loin du régime totalitaire, guerre de pouvoir. On n'est pas là du tout. L'autrice considère davantage que c'est un roman onirique. Donc, il y a beaucoup question du rêve. C'est un des thèmes principaux. Alors, le roman commence avec une scène d'accouchement. C'est Eva, qui est neurologue, spécialiste du sommeil, qui est en train d'accoucher. Eva ne voulait pas d'enfant. C'est son mari, Pierre, qui l'a convaincu que ce serait une bonne idée de fonder une famille. Puis, tout le long de l'accouchement, là, elle se questionne, qu'est-ce que j'ai fait? Deuxième chapitre, c'est 8 ans plus tard. Et il y a un revirement de situation parce que Lucie, la petite fille, est devenue vraiment le phare d'Eva. C'est sa raison de vivre, contrairement à Pierre qui, lui, s'est dit quelle gaffe d'avoir eu un enfant parce que je n'ai plus ma femme pour moi tout seul. Ce qui fait en sorte que dès le deuxième chapitre, Eva et sa fille sont en fuite. Donc, elles fuient Pierre qui est devenu un homme aigre, amer, violent. Et elle s'enfuit au fin fond de la Camargue. Alors, l'histoire se déroule en Camargue. Elle loue une petite maison isolée, pas de réseau, pas de téléphone, pas de télévision, rien. Ça se passe aujourd'hui? Oui, c'est un futur proche. OK. Et elle rencontre Serge, un homme qui semble à première vue bizarre, étrange, solitaire. Mais Lucie, elle tombe en amour avec Serge. Là, c'est un gros bonhomme sympathique. Mais Eva, dès le départ, a une crainte. L'élément déclencheur de tout ça, c'est qu'une nuit, Lucie crie dans son sommeil et Eva, elle est incapable de réveiller sa fille. Le lendemain matin, Lucie n'a aucun souvenir d'avoir crié dans son sommeil. Et Serge, par un heureux hasard, rôdait autour de la maison à ce moment-là, ce qui fait en sorte qu'il a vu et entendu la fillette crier. Puis là, il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Et Serge, puisqu'il vit seul, sa seule compagnie, c'est la radio. Et c'est là qu'il apprend que tous les enfants de France ont crié à la même heure. Et le phénomène suit la rotation de la Terre. Ce qui fait en sorte que les autorités commencent un peu à se questionner qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous les enfants ont crié pendant leur sommeil. Ça crée la panique chez les parents et le cri se déplace. Ce qui fait en sorte que c'est la prémisse justement de la dystopie parce que d'autres phénomènes du genre vont se produire. Et Serge réalise qu'il doit informer Eva de ce qui se passe, mais elle a encore des craintes. Puis, il y a un deuxième événement qui se produit. Et cette fois-ci, tous les enfants se jettent à l'eau. Aucun meurt, même si certains ne savent pas nager. Alors, il y a des enfants qui se jettent dans la Seine et là, partout dans le monde, à rebours,
Et là, puisque c'est la deuxième fois qu'il y a un genre de phénomène étrange, ben les gens essaient de prévoir à quel moment ça va arriver. Ils sont pas nécessairement capables. Et c'est à ce moment-là que non, je pourrais dire ça. Le volet complotisme embarque dans le roman. Moi, ça m'a un peu agacée parce que c'était pas nécessaire, je pense, mais la raison d'être est là. Donc, des gens qui évoquent des théories, parlent de quelque chose d'arrangé, d'organisé. Exact. Au point où, là, avec les recherches, les indices, on localise où commence le cri. L'épicentre. Et Serge réussit à convaincre Eva, écoute les nouvelles, là, parce que t'es pas la seule à être prise avec une enfant qui disjoncte, puis tu sais pas quoi faire avec ça. Et parallèlement à ça, Serge, qui est-il? C'est un homme seul, et moi, c'est mon personnage préféré du roman. Donc, c'est pas nécessairement le personnage principal, mais il y a une psychologie très intéressante. Son passé trouble vient vraiment donner un second souffle à l'histoire. Puis, je dirais pas qu'il sauve le roman, là, parce que c'est quand même un roman que j'ai bien aimé, mais cet homme-là, seul, troublé, qui a de la difficulté à se laisser aller avec Eva parce que, bon, il y a une attirance qui se développe. Mais Serge, là, vraiment, c'est mon coup de cœur du roman. Alors, ces événements-là font écho partout dans la planète. Et il y a une autre dimension qui s'est mise dans l'histoire, c'est celle de, je dirais pas la religion, mais plus la spiritualité. Et là, il y a une chamane aux États-Unis qui, elle, dit que la Terre, la planète Terre, notre mère, veut faire passer un message par les enfants. Enfants qui sont notre avenir. Bon, ça aussi, j'ai moins accroché là parce que je suis moins ésotérique et onirique et tout ça, mais c'est quand même une facette intéressante parce que quelqu'un qui accorde pas d'importance à la spiritualité, il peut trouver ça étrange ou donc ce volet-là dans le roman, il est bien exploité parce que justement les gens plus rationnels qui ont besoin d'une raison, d'une cause scientifique, donc ça crée des frictions. Alors cette chamane-là a même des pouvoirs. Puis à la toute fin, c'est là aussi où il faut embarquer dans le jeu parce qu'on se dit, OK, c'est impossible. Là. On n'est pas capable de faire ça. Là. Mais quand on se laisse aller, on embarque dans le jeu. Et, au total, les événements se rapportent au 10 plaies d'Égypte. Donc, c'est pas... Comme de rien. C'est pas... Je suis en train de dire, il y a beaucoup de choses quand même, puis là voilà, les plaies d'Égypte. C'est pas exactement les mêmes plaies, mais il y a vraiment des liens très très concrets là, avec les 10 plaies d'Égypte, d'où le lien avec la spiritualité, la religion. Bon, on adhère ou pas. Il y a un côté très universel au propos. Le rêve, tout le monde rêve, même si on s'en rappelle pas. Le rêve est un peu universel, peu importe d'où on vient, quel âge on a, tout le monde rêve. Il y a aussi des petits liens avec ce que la société devient. Puis il y avait une citation que j'aimais bien. Ça parlait des enfants. C'est « Nous engraissons comme engraissent les enfants humains enfermés dans le ciel de leur écran ». Fait que je trouvais que c'était une belle citation en lien avec justement la présence des réseaux sociaux, des jeux en ligne. Fait que je trouvais que il y a ce souci-là de faire des liens avec notre société actuelle, même si c'est un futur proche. Là. Donc, parce que j'entends beaucoup de ça, effectivement, un événement qu'on peine à comprendre, donc toute la place au complot, à la désinformation, à la polarisation, c'est quand même très de notre époque, particulièrement depuis mardi dernier. Oui. Donc il y a lieu d'y voir quand même un message social, peut-être même, je sais pas, est-ce que la question là, des enfants qui envoient le message, il me semble que j'entends une fable un peu écologiste ou oui, moi j'aurais préféré que ça soit peut-être un peu plus présent, contrairement à la spiritualité.
Par contre, il y a quand même beaucoup là, de romans qui jouent avec cette ligne-là, mais ça semble dense. Là, oui, beaucoup, c'est ça. Est-ce que beaucoup. c'est une lecture qui, au final... Mais non, ça se lit très bien. Là. On n'est pas obligé d'être concentré de façon intensive. Là. C'est une belle lecture, c'est bien écrit, c'est fluide, ça coule. Alors, moi, vraiment, Carole Martinez, c'est une autrice que je vais probablement relire. Puis, Dors ton sommeil de brute... à mettre sur votre pile à lire. Dans la prestigieuse collection NRF de Gallimard. Merci beaucoup, Geneviève Bossé, pour ce compte rendu.